Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil de la Ville de Victoriaville en ce lundi 5 octobre 2020. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Au nom du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Nous allons procéder tout d'abord à une cérémonie qu'on fait habituellement à chaque année avec les membres de la Légion royale canadienne filiale 86 Arthabasca. Alors, ça nous fait plaisir d'accueillir ce soir le sergent d'armes M. Daniel Monplaisir, qui est avec nous, ainsi que le président de la Légion royale canadienne filiale 86 Arthabasca, M. Michel Tremblay. Bonsoir, messieurs. Habituellement, on a vraiment une délégation, là. Beaucoup de gens qui sont ici derrière moi. On fait avec les drapeaux. Alors, il y a vraiment une cérémonie officielle qui se fait. Avec la pandémie, avec le nombre de gens, évidemment, qui sont autorisés à venir dans la salle du Conseil, c'est la raison pour laquelle on a diminué un petit peu le nombre de personnes, mais la cérémonie est importante, évidemment, aux yeux de la Légion, à nos yeux également, et aux yeux de tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par le jour du souvenir. Donc, c'est la proclamation de la campagne du Coquelicot ce soir. Je laisse la parole à M. Monplaisir. Merci, M. le maire. Merci beaucoup de nous permettre de procéder à la proclamation cette année. Comme à toutes les années, nous nous retrouvons ici, devant le maire et les élus, pour le lancement de la campagne 2020 du Coquelicot, qui se déroulera cette année du 29 au 31 octobre. Victoriaville se veut une ville très respectueuse des traditions, surtout celle qui a trait à la reconnaissance des anciens combattants et sa Légion. La Légion royale canadienne Arthabasca, filiale 86, perçoit un support invétéré de la ville, ses élus et sa population. L'historique du coquelicot. À chaque mois de novembre, des coquelicots apparaissent sur les revers d'école de la population du Canada. Ils représentent depuis 1921 le symbole du jour du souvenir. Il est le rappel visuel de notre engagement à ne jamais oublier tous ces Canadiens et Canadiennes décédés en temps de guerre et lors d'opérations militaires. Sur le plan international, le coquelicot représente le souvenir collectif. En effet, d'autres nations ont aussi adopté son image pour honorer ceux et celles qui ont consenti au sacrifice ultime. Je demanderai à l'auditoire de vous lever. Monsieur le Président. Ô Dieu, nous nous souviendrons de ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour la liberté et la vérité. Nous recommandons leur âme dans ta demeure éternelle et nous prions pour que nous soyons dignes de leur sacrifice. Aide-nous à continuer à perpétuer la mémoire de nos camarades décédés en rendant service à notre pays, à notre communauté et à nos camarades en se rappelant notre engagement solennel. Nous te prions. Seigneur Dieu des armées, sois notre secours. Sois notre secours. Nous nous souviendrons des gens décédés lors de la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Guerre de Corée, 1950 à 1953. Les combattants morts au champ d'honneur sont sapeur Albert Fortin, caporal suppléant Joseph Gérard Leblanc. Mission Athéna, Afghanistan, 2002-2011. Les combattants morts au champ d'honneur sont Major Joseph Yannick François Pépin, caporal Yannick Scherrer, tous morts au combat. Nous demandons 1 minute de silence.
Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Je procède maintenant à la proclamation de la campagne du Coquelicot 2020. Attendu que les buts de la Légion royale canadienne sont de se rappeler et perpétuer la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté, participer activement aux campagnes du Coquelicot et aux cérémonies du jour du souvenir, faire régner une franche camaraderie chez tous les membres, s'assurer du bien-être des gens handicapés ou malades, des aînés, des gens moins nantis et des anciens combattants dans le besoin. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement ouverte la campagne du Coquelicot pour l'année 2020 et j'invite d'ailleurs les élus à arborer le coquelicot. Merci. L'acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Monsieur le maire, messieurs les élus, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui pour la proclamation du Coquelicot. Messieurs, mon plaisir est Tremblay. Merci beaucoup d'être venus partager avec nous ce moment solennel, toujours si important. À noter que le drapeau de la campagne du Coquelicot va être hissé au mât, si c'est déjà fait, là, mais on m'a dit que c'est à partir d'aujourd'hui, donc au mât principal de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour du souvenir. Alors, merci beaucoup de votre participation et de votre dévouement. Merci encore à vous. Merci, bonne fin de soirée. Bonne fin de session. Au revoir. Merci. Alors, on va poursuivre avec les autres, le mot du maire, finalement, que je n'ai pas encore fait. Juste pour vous donner quelques informations concernant le dossier de la pandémie. Alors, le Centre du Québec, comme vous le savez, est maintenant dans le palier orange. Il s'agit d'un avertissement sérieux, bien sûr, visant à freiner cette deuxième vague qui nous frappe. Et nous pouvons tous agir pour limiter la propagation du virus. À ce sujet, d'ailleurs, j'invite l'ensemble de la population à être vigilant et à suivre les consignes sanitaires en place. Il faut le faire pour soi, bien sûr, surtout pour ses proches, pour notre économie, mais également pour l'ensemble des femmes, des hommes qui font face aux impacts de ce virus en première ligne, soit les gens du milieu hospitalier et dans nos résidences aussi pour personnes âgées. La Ville de Victoriaville maintient l'ensemble de ses services aux citoyens et citoyennes en prévoyant des mesures spéciales, comme on le fait depuis maintenant plusieurs mois, pour une continuité des services en toute sécurité. Bien que l'Hôtel de Ville soit uniquement accessible sur rendez-vous, le service aux citoyens est disponible pour répondre aux questions de la population et les référer aux services concernés. Il est possible, vous le savez aussi, de communiquer en tout temps au 819-758-1571. Vous êtes également invité à utiliser les services en ligne qui sont offerts sur le site Internet de la Ville de Victoriaville, victoriaville.ca. Plusieurs événements ont été annulés dans la région, d'autres sont reportés parce que ça dépend à quel moment se tiennent ces événements. La journée Normand-Maurice, notamment, la balade gourmande qui devait avoir lieu d'ailleurs au mois d'octobre. Certains événements organisés par la Ville de Victoriaville sont également annulés. C'est notamment le cas pour l'Halloween au centre-ville. Habituellement, on accueillait c'est plus que 1000 personnes facilement sur la rue Notre-Dame. Cependant, on va faire un autre genre d'activité. Il y a également la parade du Père Noël parce qu'il fallait organiser ça ces jours-ci. Et là aussi, c'est des milliers d'enfants, de personnes qui sont réunies côte à côte le long de la rue Notre-Dame. Alors, ce n'était pas possible dans les circonstances actuelles de tenir une telle activité. Alors, concernant la collecte des bonbons, pour revenir à l'Halloween, la collecte des bonbons à domicile, excusez-moi, c'est la santé publique, finalement, le gouvernement du Québec, qui va déterminer si les enfants peuvent passer ou non par les portes. Alors, on n'a pas encore eu de recommandation pour la soirée du 31 octobre prochain. Cependant, la Ville travaille, comme je vous l'ai dit, avec la SDC, la Société de développement commercial, sur un concours qui permettra aux jeunes et moins jeunes de se mettre dans l'ambiance quand même de l'Halloween. Le centre-ville sera aussi décoré pour l'occasion. Alors, on va vous inviter à participer, mais d'une autre manière que les autres années.
Plusieurs événements verront leur formule réinventée, comme celle dont je viens de parler, telles que les journées Hop la Ville également, qui passent majoritairement en mode virtuel. Ce sera le cas pour la journée prévue le dimanche 18 octobre prochain. Les détails seront communiqués sur le hoplaville.com prochainement et bien sûr sur le site de la ville en général. Il n'y a rien de changé côté stationnement. Il y a des gens qui nous posent des questions parce qu'en début de pandémie, on avait dit qu'on aiderait les commerçants, qu'on aiderait les citoyens de diverses manières. Alors, on a rendu les stationnements gratuits. Ça reste comme ça, c'est le statu quo. Donc, les visiteurs du centre-ville peuvent utiliser les stationnements sans aller à l'horodateur. Vous allez être avertis lorsqu'il y aura un changement, mais pour l'instant, on estime que la situation ne s'est pas améliorée dans le sens où on est toujours en mode pandémie, comme vous le savez. Il y a le nouveau stationnement Pierre-Laporte, on peut l'appeler comme ça, qui vient tout juste d'être rénové. Donc, il est à nouveau, il a toujours été un peu accessible, mais il y avait une dizaine de places de stationnement. Là, il est ouvert. Tout n'est pas terminé encore. Il y a encore quelques travaux de finition à faire, mais c'est quand même c'est ouvert pour les automobilistes pour aller stationner au Pierre-Laporte. Je tiens à remercier les commerçants du secteur, je tiens à remercier la population. Vous êtes toujours patients, vous êtes toujours collaborateurs, même s'il y a quelques personnes qui, des fois, sont un peu impatientes. On comprend ça, c'est normal, mais il faut faire des travaux pour que nos infrastructures, évidemment, ne se détériorent pas trop. C'est la raison pour laquelle on a refait ce stationnement-là d'une façon, maintenant, écologique. Donc, je vous remercie encore une fois. On a même, je vais le dire parce que des fois, on a des commentaires négatifs, mais il y a un commerce où la direction nous a envoyé une lettre pour nous dire qu'on avait vraiment bien travaillé dans ce dossier-là, que les clients n'avaient pas été... ils ont été affectés parce que le stationnement, comme je vous ai dit, il restait quelques places, mais pour la livraison, pour les clients, la ville a fait des efforts. La personne qui s'occupait également du contrat pour faire les travaux, cette personne-là était très contente de la manière dont ça s'est déroulé. L'information également qui avait été donnée à la population. Alors, soyez assurés qu'on va transmettre vos bons mots aux équipes concernées. Je termine du côté de la COVID-19 avec quelques informations concernant le CIUS, Mauricie Centre du Québec. Alors, vous savez qu'on avait une clinique mobile à Victoriaville et là, avec la température, ça, c'est un autobus, là, fait que c'est pas très chauffé, etc. Donc, au moment où on se parle, la clinique mobile a cessé ses activités chez nous comme ailleurs. Cependant, le CIUS a annoncé son intention d'ouvrir une nouvelle clinique de dépistage à Victoriaville, en plus de celle qui est située au centre de prélèvement dans le secteur Arthabasca. Donc, on va vous donner des nouvelles, ou en tout cas, le CIUS va vous donner des nouvelles. Il faut trouver l'endroit, puis je sais qu'ils ont parlé à la ville pour voir à quel endroit on pourrait ouvrir une nouvelle clinique. Finalement, c'est qu'on veut augmenter la capacité de dépistage. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé une aide importante aux municipalités. Vous êtes sans doute conscient que les associations qui nous représentent, soit l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, demandaient au gouvernement du Québec d'aider les municipalités puisqu'on a eu des pertes de revenus, bien sûr, depuis le début de cette pandémie. On a aussi eu des dépenses supplémentaires. Alors, je vous énumère juste, par exemple, les pertes d'argent en ce qui concerne les permis, les loisirs aussi, toutes les inscriptions. Alors, c'est des revenus que la Ville de Victoriaville allait chercher. On a été ici aussi très sensible au sort des commerçants et des citoyens. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Et puis, on avait mis un congé d'intérêt, si on veut, pendant plusieurs mois. Des intérêts qu'on n'a pas perçus. Donc, c'est de l'argent qui a été, si on veut, laissé aux citoyens et citoyennes et ainsi qu'aux commerces et aux entreprises qui en avaient besoin de ne pas payer d'intérêts, donc pendant un certain temps, sauf que c'est de l'argent de moins pour la Ville de Victoriaville. Les stationnements dont je viens de parler tout à l'heure, la gratuité, c'est des revenus quand même assez considérables pour la Ville de Victoriaville. Ça fait plusieurs mois que c'est dans cette situation-là. Également, on a eu quelques dépenses
pour aménager nos locaux, nos bureaux, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est c'est pas sur invitation, mais sur appel que les gens peuvent prendre rendez-vous, venir à l'hôtel de ville, mais il fallait s'assurer qu'on puisse vous recevoir en respectant les règles sanitaires. Donc, il y a eu des dépenses également pour aménager nos locaux. Donc, il y a eu des annonces un peu partout. C'était une somme assez considérable pour les villes du Québec. Vous pensez, par exemple, à Montréal avec le transport en commun, Québec, la même chose. Il y a eu beaucoup de besoins donc, qui ont été exprimés et on doit le dire, là, le gouvernement du Québec a vraiment répondu présent. J'ai eu récemment des réunions avec le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec et la présidente, Mme Roy, était vraiment... disons, très enchanté de la collaboration de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt. De notre côté, je peux vous dire que notre député, M. Éric Lefebvre, répond toujours présent également à tout moment. Il est facile à rejoindre, il répond. Alors, il était là également pour porter le message de la ville de Victoriaville auprès de son gouvernement. Et dans la région, je pense, dans le comté de M. Lefebvre, c'est un peu plus de 4 millions de dollars qui va être versé aux municipalités pour les aider dans ces circonstances. Pour la ville de Victoriaville, qui est évidemment la ville la plus importante en termes de population dans cette circonscription, c'est près de 3 millions de dollars qu'on va recevoir pour nous donner un coup de main. Nous, on avait calculé avec le service des finances de la ville de Victoriaville, et c'était peut-être un montant, je dirais, qui était conservateur, on va dire ça comme ça, mais qui était d'environ 2 millions de dollars que la pandémie nous coûtait jusqu'il y a quelques temps, là, parce que ça s'accumule, là, les pertes également, tout ça. Donc, ça va vraiment venir combler ces pertes-là, puis ces dépenses accrues-là qu'on a eues en raison de cette situation. Alors, voilà. Alors, nos associations, l'UMQ, la FQM, ont vraiment travaillé de façon exemplaire dans le dossier. Les ministres responsables, notamment la ministre des Affaires municipales, ont répondu présent, nos députés également. Donc, merci, je le dis publiquement, aux gens du gouvernement pour ce coup de main. Vous vous demandez maintenant, on est en préparation du budget. Vous avez vu également des municipalités qui ont déjà annoncé leurs intentions concernant le prochain budget. Alors, je ne ferai pas l'affront à mes collègues d'annoncer quoi que ce soit avant qu'on travaille le budget, mais on est en train, et je l'ai dit publiquement aussi, de faire en sorte que la population soit le moins touchée possible, le moins impactée possible. Et c'est de notre responsabilité à nous, en cette période très difficile, de faire en sorte qu'on n'arrive pas, évidemment, avec un budget qui va aller étouffer les contribuables. Je pense, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui vivent plus de difficultés en raison de ce qui se passe, mais il y a des commerces aussi, peu importe ce qu'on dit, il y a eu des fermetures de commerce pendant plusieurs semaines au début de la pandémie, quand il y a eu un confinement. On ne sait pas si on ne va pas se retrouver en zone rouge, on souhaite que non, mais si c'est le cas, il va y avoir encore des fermetures. Il y a des entreprises manufacturières qui ont été touchées également. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on s'enligne vers un budget vraiment qui va vous faire en sorte qu'il va vous donner un coup de main, disons, pour l'année 2020. Soyez sans crainte, on travaille là-dessus. Si on y va maintenant avec les détails pour les permis de construction du dernier mois, on a quand même des bonnes nouvelles. Ça en prend un petit peu. Le nombre de permis est supérieur cette année. En septembre 2020, c'est 147 comparativement à 123 en 2019. Le nombre de logements créés est supérieur également, 38 comparativement à 12. La valeur déclarée est de 9,8 millions de dollars, en fait presque 9,9 millions de dollars comparativement à 7 millions de dollars en septembre 2019. Dans les entreprises ou pas dans les permis plus importants, il y en a 3 qui retiennent l'attention. Une habitation multifamiliale de 12 logements sur la rue de Bigarré pour 2 millions de dollars. Une habitation multifamiliale de 8 logements sur la rue Giroir pour 800 000 dollars. Il y a également eu une habitation unifamiliale sur la rue des Jonquilles pour 600 000 dollars. Le résumé pour les 9 premiers mois de l'année.
Alors là aussi, on a rattrapé notre retard. On le disait le mois dernier, là, on n'était pas loin. Bien là, on a non seulement rattrapé, mais on devance l'année dernière. Imaginez ce que ça aurait été si on n'avait pas eu la COVID. Janvier à septembre 2020, c'est 1129 permis comparativement à 1127 l'année dernière. Le nombre de logements créés est de 190 comparativement à 136 et la valeur déclarée est de 65,5 millions cette année comparativement à près de 65 millions l'an passé. On va sauter dans un autre domaine, le sport. Félicitations à l'équipe du Cactus au baseball. Effectivement, le Cactus de Victoriaville est champion des séries de la Ligue de baseball majeure du Québec. Alors, c'est une victoire sans équivoque de 6-1 lors du dernier match face aux Cascades de Shawinigan. Le Cactus a ainsi décroché les grands honneurs des séries en 5 parties. Ce championnat s'ajoute à celui de la saison régulière. Vraiment, le Cactus avait dominé la saison. Mais vous le savez, là, on est tous des amateurs de sport. Bien, tous, je ne sais pas, là, mais plusieurs d'entre nous. Et ce qui compte, c'est les séries. Alors, le championnat, donc, a été gagné malheureusement à huis clos. Le dernier match s'est déroulé à Victoriaville à huis clos, mais ça n'enlève rien au mérite du Cactus. Et au nom du conseil municipal, je tiens bien sûr à souligner cet exploit et à féliciter sincèrement tous les joueurs et tous les membres de l'organisation pour cette saison exceptionnelle. Du côté des Tigres, maintenant, la saison régulière a débuté, amorcée sur le bon pied d'ailleurs, avec 2 victoires en autant de parties. Et si on regarde ce qui se passe avec l'automne qui vient, bien, voici quelques rappels en lien avec la nouvelle saison. L'installation des abris d'hiver temporaires est permise depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 30 avril. La collecte des surplus de feuilles va se faire à compter du 11 octobre. Je vous invite à aller faire un tour sur notre site Internet. Vous avez vic.to/automne où vous aurez les détails de tout ce qu'il y a à faire et à surveiller au cours de cette saison des couleurs. C'est la semaine de la prévention des incendies. Alors, jusqu'au 10 octobre, la semaine de la prévention des incendies se déroule. Les circonstances actuelles font en sorte, cependant, que nous avons dû adapter la programmation prévue et nous avons été contraints d'annuler le concours chef pompier d'un jour, malheureusement. Néanmoins, c'est ce mercredi qu'aura lieu l'exercice de sirène d'alerte à Victoriaville. Les secteurs entourant les 2 sirènes d'alerte installées sur la rue de l'Acadie et à proximité de l'entreprise Parmalat, près du réservoir Baudette, seront touchés par cet exercice. Les citoyens résidant à plus ou moins 500 mètres des sirènes vont les entendre en continu pendant 1 minute dès 19 h pour marquer le début de l'exercice, puis à 19h15, ce sera en alternance pendant 1 minute pour signaler la fin de l'exercice. Il demeure toujours aussi pertinent d'être prudent, comme l'indique la thématique de cette année. Le premier responsable, c'est toi. C'est ce qui complète mes informations concernant les propos du maire. Maître Arcan, nous avons le quorum et nous avons au 2.1 l'adoption de l'ordre du jour. Je ne crois pas qu'il y ait des modifications. Il n'y a pas de correction. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour, M. Gauthier, comme c'est écrit sur... ça devrait plus l'être, là. Et j'ai vu Mme Pilon. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Parfait, merci beaucoup. 3.1, approbation des procès-verbaux des séances tenues les 8 et 21 septembre 2020. Est-ce que c'est conforme, chers collègues? Si c'est le cas, on peut les proposer. J'ai M. Poisson et M. Paulin. On passe au point 5.2.1. Recommandation du Comité des transports visant à réitérer une demande au ministère des Transports du Québec d'effectuer une étude de sécurisation du boulevard Pierre-Roux-Est. Il s'agit de... En fait, on faisait remarquer lors de la préparation de la séance de travail qu'il y a 1 an, jour pour jour, on adoptait une résolution pour demander au ministère des Transports d'effectuer une étude de sécurisation. Alors, il y aurait lieu, suite aux différentes demandes effectuées, de réitérer cette demande-là, suite à la résolution que l'on a adoptée le 7 octobre 2019, est attendu l'importance de sécuriser ce tronçon du boulevard Pierre-Roux. On parle entre l'Abbé et 116. M. Côté? Oui, monsieur le maire, je vais faire une oui, il n'y a pas de problème. parce que c'est un dossier quand même assez important qui touche mon secteur.
parce que c'est pas évident de sortir du quartier et d'entrer dans le quartier. Puis ça crée un certain inconfort. Puis là, je parle du quartier qui est impliqué dans la demande, mais ça touche quand même une zone industrielle, puis ça touche aussi un autre quartier électoral qui est de mon collègue Yannick Fréchette, qui lui aussi a eu certaines demandes de ses citoyens. Donc, c'est vraiment un dossier assez important, puis qui me tient à cœur. Et puis, avec cette deuxième résolution, ça vient de démontrer que la Ville est consciente de cette problématique-là, puis on demande sérieusement au ministère des Transports de s'asseoir et trouver une solution le plus rapidement possible. Voilà. Merci, M. Gauthier. Oui, M. Fréchette. C'est sûr que c'est un secteur de la Ville qui s'est énormément développé au niveau résidentiel, en même temps que s'est développé le secteur industriel, principalement face à la sortie de la rue Allard. Donc, des heures de pointe, les heures de pointe sont très, très problématiques. Donc, on demande au ministère de passer à l'action. Donc, on va avoir des suivis au niveau de l'étude, mais on veut avoir des réponses par rapport à ça. Voilà. Puis je vais proposer, M. le maire, si vous me permettez. Oui, bien, je pense qu'on a déjà trouvé un proposeur. Puis peut-être un appuyeur aussi. Donc, M. Côté propose et M. Fréchette appuie. Merci beaucoup. Bien, ça touche évidemment tous les collègues, ce type de dossier-là. Et effectivement, il y a maintenant 1 an, on a fait une demande formelle et bon, sans doute qu'il y a eu accusé de réception et que c'est à l'étude, mais comme mes collègues l'ont dit, c'est le temps de passer à l'action. C'est parfait. Merci tout le monde. 5.2.2, recommandation du Comité des transports visant à implanter des cases de stationnement d'une durée maximale de 30 minutes dans le stationnement Pierre-Laporte, dont je parlais tout à l'heure, le stationnement nouvellement rénové. Alors, comme on l'a fait ailleurs au centre-ville, il va effectivement y avoir des cases de stationnement 30 minutes où vous allez pouvoir aller vaquer à vos occupations et, bien, pour l'instant, les stationnements sont gratuits, mais éventuellement, les orodateurs vont venir. Alors, ça vous laisse le temps d'aller faire des courses rapides, de revenir, puis tout ça gratuitement. Alors, Maître Arcan? Alors, effectivement, il s'agit de modifier le plan pour le rendre conforme à la nouvelle configuration du stationnement à Pierre-Laporte et d'y voir figurer les 9 cases de stationnement 30 minutes sans utiliser le rodateur. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 5.2.3, recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie de la rue de l'Académie. Alors, il s'agit d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue de l'Académie, entre la rue du Parc et la rue Sainte-Victoire, du côté impair ainsi que du côté pair. M. Poisson propose et Mme Pilon appuie. 5.3.1. Adoption d'une résolution confirmant l'utilisation du stationnement du pavillon Jean Béliveau. En fait, il s'agit de permettre l'utilisation du stationnement Jean Béliveau sans restriction de 2 heures dans le cadre de la distribution de pain par le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire de l'école secondaire Le Boisier qui aura lieu le lundi 12 octobre 2020. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Morin. Est-ce que j'ai bien vu, M. Morin? OK, parfait. 5.3.2, fermeture d'une partie de la rue Tourigny. On parle d'une fermeture de la rue de Tourigny entre les rues Notre-Dame-Ouest et Carignan en vue de la tenue d'une cérémonie dans le cadre du Jour du souvenir organisé par la Légion royale canadienne, filiale 86 Arthabasca, qui aura lieu le samedi 7 novembre 2020. Alors, la fermeture, quant à elle, aura lieu de 10h à 13h. Je dois spécifier que ce ne sera pas une cérémonie comme d'habitude, vous le comprenez très bien. Donc, c'est pratiquement sur invitation. On va avoir quelques dignitaires pour déposer des couronnes. Et cela, si on est toujours en zone orange. Il n'y aura pas de parade. Alors, c'est la Légion là, avec qui je parlais tout à l'heure qui nous a dit qu'il n'y avait pas de rassemblement de prévu. Et si jamais, et on souhaite que ça n'arrive pas, je le répète, qu'on se retrouve dans une zone rouge, ce sera tout simplement la Légion qui va venir déposer une couronne au cénotaphe sans plus de cérémonie. On va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on va fonctionner cette année. Donc, habituellement, on vous aurait invité, mais là, ce n'est pas le cas en raison des rassemblements. Donc, il va y avoir quand même un hommage, bien sûr, aux anciens combattants. 5.3.4, recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie de la rue de l'Académie. 5.4.1, adoption d'une résolution confirmant l'utilisation du stationnement du pavillon Jean Béliveau. En fait, il s'agit de permettre l'utilisation du stationnement Jean Béliveau sans restriction de 2 heures dans le cadre de la distribution de pain par le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire de l'école secondaire Le Boisier qui aura lieu le lundi 12 octobre 2020. Alors, la fermeture, quant à elle, aura lieu de 10h à 13h.
malgré cette situation. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Vous êtes fait mal, vous, Mme Lambert? Un petit peu. OK, d'accord, vous êtes correct? Je vois votre main, là. Mme Lambert. Je suis gauchère. Ben oui, pour vous. Mme Lambert propose et M. Fréchette appuie. Merci beaucoup. 5.3.3, demande d'autorisation formulée par la Sécurité alimentaire pour faire de la sollicitation sur la voie publique dans le cadre de la Grande Guignolée de Noël qui aura lieu le jeudi 3 décembre 2020. Permission donnée pour effectivement le jeudi 3 décembre de 9h à 20h aux endroits suivants. Alors, il s'agit de l'intersection de la rue de la rue de Bigarré à l'intersection des rues Hermitage et Perrault, sur le boulevard Jutra-Est à la hauteur de la sortie du stationnement du Colisée Desjardins, ainsi que sur le boulevard Jutra-Ouest à la hauteur de la rue Lambert. Parfait. Proposé M. Fréchette et M. Paulin. 6.1, nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de conseiller en urbanisme au sein du service de la gestion du territoire, division opération urbanisme. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier, directeur des ressources humaines, et de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Vincent Poirier au poste cadre de conseiller en urbanisme, et ce, à compter du 6 octobre 2020. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Paulin. 6.2, embauche d'une personne au poste d'opérateur réseau, division de l'eau potable, au sein du service de l'environnement, division de l'eau potable. Oui, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Véronique Vachon, conseillère en ressources humaines relatif à l'embauche sur une base permanente de M. Hugo Lefebvre au poste d'opérateur réseau, conditionnellement à la terminaison des heures de compagnonnage nécessaires à l'obtention des cartes de compétences exigées par le ministère de l'Environnement et à la réussite d'une période d'essai et de probation de 65 jours ouvrables qui débutera après avoir dûment terminé les heures de compagnonnage. Il entrera en fonction le 26 octobre prochain. Mme Lambert propose. M. Fréchette appuie. 7.1.1. Adoption d'une résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relative à un emprunt par obligation au montant de 7 594 000 $ et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Alors, il s'agit d'une période qu'on voit à l'occasion, M. le maire, où on va refinancer, dans ce cas-ci, 15 règlements d'emprunt pour un total, comme vous l'avez fait mention, de 7 594 000 $ émission d'obligations qui sera réalisée le 21 octobre prochain. M. Gauthier et M. Côté. 7.1.2, adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Alors, il s'agit d'adopter une résolution pour différentes variations qui représentent des modifications pour 7 projets d'immobilisation à l'intérieur de la municipalité qui ont au total un impact net de 107,85 $ sur l'excédent de fonctionnement de la municipalité. M. Morin. M. Fréchette. J'hésitais, vous étiez deux, là, en compétition. 7.1.3, adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1325-2020, règlement parapluie. Il s'agit d'une dépense au montant de 819 500 $ afin d'exercer l'option d'achat du camion échelle plateforme qui est loué par la municipalité depuis 2015. À l'expiration du premier terme de location de 5 ans, la Ville avait l'opportunité de procéder à son acquisition. Alors, il y aurait lieu d'autoriser la dépense pour finaliser le dossier. M. Gauthier et Mme Pilon. 7.1.4, adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1326-2020, règlement parapluie. Il s'agit d'autoriser Marie-Lou Poisson. Oui, effectivement, assistante trésorière. Et il s'agit du réaménagement du parc Bellevue au niveau de la conception pour un montant de 109 000 $. Il s'agit d'autoriser Mme Poisson à faire cette dépense. Proposé. Mme Lambert. M. Fréchette.
7.1.5, adoption d'une résolution autorisant l'option d'achat du camion échelle. Voilà, on a fait une autorisation de dépense un petit peu plus tôt. Maintenant, il s'agit d'adopter la résolution pour exercer l'option d'achat prévue au crédit bail initialement signé en 2015. M. Paulin et M. Poisson. 7.1.6, liste des comptes pour le mois de septembre 2020, totalisant 14 346 201 $ et 70 sous. Quelqu'un qui propose? M. Fréchette, ce coup-là, puis Mme Lambert. 7.2.1, dépôt d'une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'approbation de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2021. Oui, c'est pour dépôt et information. Alors, pour l'année 2021, la proportion médiane du rôle se situera à 95 % et en contrepartie, le facteur comparatif à 1,05. Merci. 8.1.1, dépôt de divers certificats d'enregistrement. Alors, suite au processus de consultation écrite des personnes habiles à voter, nous devons déposer les certificats d'enregistrement pour le règlement numéro 1362-2020 qui décrète un emprunt de 2 850 000 en vue de financer diverses dépenses relatives à l'exécution de la phase 2 des travaux de prolongement des réseaux d'eau potable, d'égouts et d'infrastructures sur les rues situées dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault, incluant la construction de la piste cyclable, ainsi que du règlement d'emprunt numéro 1366-2020 qui modifie le règlement d'emprunt 1160-2016 décrétant des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le boulevard Arthabasca-Est pour augmenter le montant de la dépense à 570 000 et de l'emprunt à 456 800. Alors, aucune signature pour ni un ni l'autre des règlements, ce qui veut dire que les certificats établissent que les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Alors, il s'agit d'un dépôt, M. le maire. Merci pour les précisions. 9.1.1, soumission reçue en vue de l'approvisionnement et transport de sel de voirie en vrac pour l'année 2020-2021. Pour les besoins du service des travaux publics pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Alors, les soumissions se lisent comme suit. Alors, somme à vrac, 604 490. Compass Minéral Canada, 550 400. Excavation Tourini, 490 875. Les entreprises Bourget, 486 550. Sable Marco, 454 050. Cell Warwick, 442 000. Et Cell Icecat, 404 965. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Lachapelle, directeur des travaux publics, recommande que le contrat soit accordé à Cell Icecat au montant de 404 965 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Morin propose et M. Côté appuie. Point 9.1.2, contrat à intervenir en vue de l'exécution des travaux de concassage de matériaux secs. Oui, alors, concassage de matériaux secs pour une quantité de plus ou moins 15 000 tonnes métriques. Alors, il s'agit d'accepter la proposition d'excavation Yvon Houle Incorporé au prix de 5,25 $ la tonne métrique pour un montant estimé d'environ 80 000 $. M. Poisson et M. Gauthier. 10.6.1, adoption d'une résolution autorisant le renouvellement d'une entente de développement culturel à intervenir pour les années 2021, 2022 et 2023. Il s'agit d'approuver le rapport de Mme Nathalie Hébert, directrice du service du loisir, et d'adresser une demande au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la négociation d'une entente de développement culturel conjointe avec la MRC d'Arthabasca pour les années 2021, 22, 23 et de nommer Mme Danielle Croteau ainsi qu'un membre du conseil municipal à titre d'interlocuteurs municipaux auprès du ministère de la Culture et des Communications
en vue du renouvellement de l'entente. Parfait. Mme Lambert. Ça prend quelqu'un d'autre. Monsieur, on va prendre Mme Pilon. ça se bouscule. 12.1.1 offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseil en vue de la réalisation des travaux de réaménagement du parc Bellevue. Alors, c'est des services professionnels. Alors, on travaille avec 2 enveloppes. Le soumissionnaire Pluritech a obtenu un pointage final de 4.03. Aviso Expert Conseil, un pointage final de 4.49. Et les services EXP, un pointage final de 4.94. Alors, le comité de sélection recommande, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage le plus élevé, soit les services EXP, au prix de 254 654,45. Alors, il s'agit pour l'instant d'adjuger le contrat par phase. Alors, on parle des volets 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9 et 1.13, ainsi que le volet 2, pour un coût total de 94 320 $. Proposé par M. Morin, M. Fréchette. 12.1.2 offre de services reçus afin de retenir les services d'une firme conseil en vue de la réalisation des audits techniques des bâtiments de la ville de Victoriaville. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Karine Guérard, ingénieure et directrice du service du génie à la municipalité, et d'accepter la soumission du groupe TBM Incorporé au prix de 49 650 $ en vue de la réalisation des audits techniques des bâtiments municipaux. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 12.2.1. Adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 71 rue Bernier. Projet qui consiste à autoriser, dans l'immeuble situé au numéro 71 rue Bernier, les usages bureaux de professionnels, formation spécialisée, cégep, centre de formation professionnelle, ainsi que entreposage intérieur et extérieur d'équipements agricoles. Il y aura également lieu dans ce cas-ci, M. le maire, étant donné qu'il y aura une assemblée de consultation, et vu la période dans laquelle nous sommes, de remplacer la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'il est autorisé de le faire par le décret, par l'arrêté ministériel numéro 2020-049. Période de consultation qui commencera ce jeudi. Merci, Maître Arcan. J'ai besoin d'un proposeur. J'ai M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 12.2.2, adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 748, boulevard des Bois-Francs, Sud. Projet qui vise à permettre la construction de la deuxième phase d'une habitation multifamiliale qui comprendra au total 12 logements. Excusez-moi, mais croyez-le ou non, il y a une petite araignée qui se promenait sur mon micro. C'est peut-être non avec les gens à TV, c'est moi en train de... J'ai l'air de jouer dans les airs. Elle était petite, elle montait. Excusez-moi. Donc, j'ai besoin de proposeurs pour Mme Lambert propose, M. Côté appuie, merci beaucoup. 12.3.1. En fait, on a plusieurs demandes de dérogation mineure de 12.3.1 à 12.3.9. La première étant demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 81 rue Charlebois. Demande formulée par M. Bertrand Bibot. Le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure conditionnellement. Demande de dérogation pour l'immeuble situé au 110 boulevard Jutra-Ouest, formulée par Walmart
Walmart Canada. Alors, il est recommandé d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles sont formulées. Demande pour l'immeuble du 181 rue Laurier-Ouest, déposé par M. Denis Hardy. Alors, dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures conditionnellement. Pour l'immeuble du 106 rue Belmont, déposé par M. Jean-François Provencher, il est recommandé d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Demande pour l'immeuble du 196 rue de Mère Marie Pagé, formulée par M. Frédéric Nadeau. Alors, il est recommandé d'accorder conditionnellement la dérogation mineure. Demande formulée pour l'immeuble du 45 rue de l'Artisan, déposé par la Ville de Victoriaville elle-même. Alors, il est recommandé d'accorder la DRO telle que formulée. Également, une demande pour l'immeuble du 362 boulevard des Bois-Francs-Nord, formulée par M. Claude Marcoux. Il est recommandé, sous condition, d'accorder les dérogations mineures. Pour l'immeuble du 1 rue Maheu, déposé par M. André Dupuis, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Également une demande pour les immeubles situés au 644, 646 et 648 boulevard des Bois-Francs-Sud, formulée par la compagnie 91-91-93-99 Québec Inc., où également le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Alors, s'il y avait des gens à la maison via le Facebook Live qui avaient des commentaires, des questions, des interventions à faire relativement à l'une ou l'autre des dérogations mineures dont on vient de faire état, vous pourriez le faire et Maxime sera en mesure de les intercepter. Pardon, merci. M. Côté propose et M. Paulin appuie. Ça va, Maître Arcan? M. Côté. C'est une coquille dans le texte ou une coquille que j'ai verbalisée? J'ai mal verbalisé. Alors, je m'en excuse. 12 points. On vous pardonne, hein? Vous en avez beaucoup à dire. 12.4.1, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Oui, alors il est recommandé que la Ville approuve les résolutions adoptées par le comité consultatif d'urbanisme et d'accepter les projets suivants. Alors, pour M. Sotirios Papadimitriou, pour le 6 à 14 rue Carignan, M. Danny Desrochers pour le 40 rue Garand, pour le 59 rue Thibault, projet de la compagnie 9407-2543 Québec Inc. Également pour le 53B avec le même propriétaire. Projet de Audace Rénovation pour le 24-26A rue Notre-Dame-Est. Projet pour le 49 et 53 rue Notre-Dame-Ouest de M. Stavroula. Projet de construction Jacques 1977 pour l'immeuble du 650 boulevard Jutras-Est. Demande de Mme Annie Godbout pour le 29-29A rue du Bar. Et pour la compagnie 92-65-67-17 Québec Inc. pour l'immeuble du 800 boulevard Pierrot. De plus, il y aurait lieu d'accepter conditionnellement le projet de M. Jean-Guy Laliberté pour l'immeuble du 952 boulevard des Bois-Francs-Sud. M. Poisson et M. Gauthier. 12.8.1, rapport du comité de toponymie. Oui, en fait, il s'agit de procéder au changement et de désignation pour la rue des Chalets du secteur Terre des Jeunes dans les limites de la municipalité. Alors, il y aurait lieu de modifier le nom de rue des Chalets Ouest par rue du Barrage et modifier la désignation de rue des Chalets Est par rue des Chalets. Et ce, suite à un avis de la Commission de toponymie du Québec qui ne recommande pas l'utilisation de Chalet Est et Chalet Ouest, étant donné qu'il y a une coupure dans la rue
via le parc Terre des Jeunes. J'aimerais ajouter, M. le maire, que Oui. les 2 ou 3 propriétaires ont été contactés, puis personne ne s'est opposé. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Mme Lambert, et puis M. Poisson, chez vous. Tout à fait. Les gens, c'est correct? C'est une demande, en fait. Ah oui, d'accord, parfait. Parce que ça venait mêlant. Parce qu'il y a le parc entre les deux, puis c'est 2 rues des Chalets. Fait qu'à un moment donné, ça venait mêlant. Au début, on a voulu faire est-ouest pour bien faire. Puis finalement, on s'est rendu compte que pour les raisons évoquées, c'était pas possible. Le rue du barrage, ça a plein de sens. Là, avec le barrage qui est tout près. Excellent. Merci beaucoup. 13.1.1, soumission reçue en vue des travaux d'installation de réacteurs ultraviolets à l'usine d'eau potable Amel. Alors, plusieurs soumissionnaires. Victor Poulain, 954 280. Filtrum, 727 500. Le groupe Mécano, 718 648. Turcotte 1989, 710 100. Construction Socomec, 682 930. Groupe Québéco, 681 157. Nord Mec Construction, 679 111. Et Construction Déric, 676 980. Alors, la plus basse soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit accordé à Construction Déric au prix unitaire soumis. Proposé par Mme Lambert, approuvé par M. Fréchette. 13.1.2, demande d'aide financière formulée par l'organisme Copernic. Il s'agit d'une aide financière, une demande, d'aide financière à l'effet de verser une aide de 145 022,47 $ en vue de l'intégration d'actions innovantes et collectives de lutte contre les changements climatiques dans le bassin versant de la rivière Bulstrode. Alors, il s'agit d'un montant sur une période de 3 ans, conditionnel à ce que Copernic obtienne l'aide financière du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et que toutes les municipalités faisant partie du bassin versant de la rivière Bulstrode participent au financement du projet. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Paulin. 13.2.1, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Réseau Environnement concernant l'adhésion au programme d'excellence en gestion des eaux pluviales. Oui, alors adhérer au programme en vue de contrôler à la source les eaux pluviales et réduire la pression sur les infrastructures de gestion et de traitement des eaux en soutenant l'utilisation de moyens adaptés. M. Morin. M. Fréchette. 15.1.1. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement numéro 1371-2020. Oui, alors, modification du règlement qui vise, entre autres, à modifier la vitesse maximale des véhicules routiers circulant dans certains secteurs. Alors, on vient uniformiser les zones de 30 km/h dans les zones scolaires, ainsi que d'ajouter des passages pour piétons. Merci, M. Côté. 15.1.2, adoption du règlement numéro 1346-2020, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019. Alors, ce nouveau règlement viendra modifier l'annexe B du règlement 1267-2019 par l'intégration à la liste des propriétés patrimoniales des immeubles situés aux adresses suivantes. Alors, on parle des bâtiments du 3 rue du Curé-Suzard, 6 rue Martin, 48 rue Saint-Henri, 50 rue Saint-Henri, ainsi que 5 rue Abel. Monsieur Gauzier et Monsieur Poisson, merci. 15.1.3, adoption du règlement numéro 1365-2020, décrétant l'imposition d'une compensation à l'égard de certains immeubles assujettis à des travaux d'entretien
du cours d'eau Marcoux. Alors, le règlement vient effectivement décréter l'imposition d'une compensation aux riverains intéressés par les travaux d'entretien du cours d'eau Marcoux. Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 15.1.4, adoption du règlement numéro 1369-2020, modifiant le règlement numéro 1343-2020, décrétant l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage de la rue Patrick. Oui, alors nous avons donné l'avis de motion lors de la dernière séance. Alors, il s'agit d'adopter le règlement qui vise, entre autres, à repousser l'échéance des versements pour permettre un paiement sur une période de 24 mois au lieu des 12 mois initialement prévus. Également, il y aurait lieu que le Conseil remplace la procédure d'enregistrement des personnes appelées à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'il est autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2020-033. Proposeur, M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 15.2.1, nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville. Alors, il s'agit d'un rapport de Jean-François Morissette, directeur du service de la gestion du territoire relatif à la nomination d'un membre au sein du comité consultatif. Alors, entendu que la candidate a été sélectionnée parmi la liste des personnes intéressées à faire partie des comités de la Ville constitués à la suite d'un appel public de candidature, il y aurait lieu de désigner Mme Annie Rouellan à titre de membre du CCU pour un premier mandat de 2 ans. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Poisson. 15.2.2, contrat à intervenir en vue de l'acquisition et de l'installation d'un système d'observation météorologique automatisé à l'aéroport André-Fortin. Alors, il s'agit d'octroyer le contrat à Approach Navigation Systems concernant les travaux dans le cadre de l'acquisition de l'installation d'un système d'observation météorologique automatisé, ainsi que tous les équipements nécessaires à son fonctionnement et à son utilisation à l'aéroport André-Fortin, au prix de 107 665,30 $. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Gauthier. 15.2.3, entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Sûreté du Québec concernant l'obtention des services de 4 cadets pour la saison estivale 2021. Oui, alors comme on le fait annuellement, nous sommes déjà pour la saison estivale 2021, mais il s'agit effectivement de démontrer de l'intérêt auprès de la Sûreté du Québec afin d'obtenir les services de 4 cadets pour la prochaine saison estivale. Alors, Mme Lambert propose et M. Fréchette appuie. C'est comme en couple. Hein? Aux affaires nouvelles, bien, il n'y avait rien, rien qui avait été annoncé à l'ordre du jour. Par contre, j'ai au point 17.1 les interventions des membres du conseil municipal. Tout d'abord, M. Morin. Oui, Monsieur le maire. Tout à l'heure, en début de rencontre, de séance, vous avez parlé de Hop la Ville, qui est le 18 octobre, qui va être en virtuel. Effectivement, on a beaucoup d'activités à la Ville avec le COVID-19 qui sont soit annulées ou modifiées. On veut éviter des rassemblements. On priorise des activités où il y a du respect de 2 mètres. Donc, il y a une idée qui est surgie à la Ville de concevoir une nouvelle activité, une activité nouvelle et originale qu'on appelle le rallye bottine de quartier. Bottine parce que ça se fait à pied. Pour découvrir le quartier, pour bouger, soit seul ou en famille, il va y avoir des questions qui vont porter sur des attraits du quartier, des notes historiques, de loisirs culturels, commerciaux. Le rallye va être disponible sous diverses formes, là, informatique, téléphone intelligent, papier. Le lancement officiel va se faire bientôt. C'est un peu comme un scoop qu'on vous donne ce soir, mais je pourrais vous dire que moi, dans mon quartier, il y en a le mien qui va être sur la rue Notre-Dame. Il n'est pas tout à fait prêt. Par contre, dans le district 10,
il y a Mme Sophie Lambert qui a aussi participé à ça. Et on pense aussi que d'autres conseillers et conseillères ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés. Fait qu'on ne les sort pas toutes en même temps. Mais il y en a un de près, puis celui de Sophie, que je lui passe la rondelle, si on peut dire. Okay. Bien, merci, Marc. Effectivement, le premier trajet se trouve dans mon secteur Arthabasca-Est. Et comme Marc le disait aussi, on va retrouver ça sur le site de la Ville. On va l'avoir soit en ligne ou de version imprimable. C'est beau, c'est bien fait, je suis très contente. J'ai apporté avec moi la version en ligne, donc on peut voir ici la carte. Mais en fait, nous, ce qu'on a fait, il y a des étapes qui sont à faire, donc des questions. Il y en a 23 pour mon secteur. J'ai pris vraiment plaisir à faire des recherches de façon historique dans différents manuels sur Internet aussi. Puis je remercie Stéphanie de Hop-la-Ville pour le support et toute l'équipe des communications. Donc, je pense que les gens vont être contents de faire le parcours. Et ces derniers jours, il y a eu des pochoirs aussi de mis au sol, disons, tout près des 23 sites. Donc, je pense que j'invite la population à venir découvrir leur quartier. Même les autres quartiers aussi, ça va être intéressant parce que en tout cas, moi, j'ai appris des choses en faisant les recherches aussi. Fait que voilà, c'est une invitation. Merci, M. Morin et Mme Lambert. M. Paulin, vous aviez une intervention. Ben oui, une petite intervention, mais je l'ai écrite pour ne pas prendre trop de temps. Nous sommes du 4 au 10 octobre, Monsieur le maire, et c'est une semaine qui est une initiative du réseau Avant de craquer. Pensez à vous, avant de craquer. La semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui a pour thème « Aider sans filtre ». Cette semaine vise à démontrer qu'il est possible de préserver son équilibre tout en faisant partie de la solution dans l'accompagnement d'un proche atteint d'une maladie mentale. Alors avant tout, il faut différencier la santé mentale et la maladie mentale. La santé mentale, c'est notre capacité à ressentir, à penser, à agir pour améliorer notre aptitude à jouir de la vie ou à relever des défis. La maladie mentale se caractérise par une altération de la pensée, de l'humeur ou du comportement associé à un état de détresse et à un dysfonctionnement. Quand on parle de maladie mentale, on va penser à la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression sévère et persistante, ou encore les troubles de la personnalité limite. Près de 20% de la population du Québec, soit une personne sur 5, souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. Pourtant, moins de la moitié des personnes qui souffrent de maladie mentale consultent un professionnel. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'en 2020, la dépression sera la deuxième cause de maladie et d'incapacité après les maladies cardiovasculaires. On estime jusqu'à 26% les jeunes Canadiens âgés de 12 à 25 ans qui ont un parent atteint d'une maladie mentale. Quand une personne reçoit un diagnostic de santé mentale, de maladie mentale, c'est un véritable cataclysme, au même titre que n'importe quelle autre maladie. Un cataclysme pour la personne elle-même, mais également pour ses proches, pour son entourage. La maladie mentale peut toucher n'importe qui, quelle que soit sa situation, sa condition ou son éducation. Mais avec cette maladie, il y a deux facteurs aggravants. La méconnaissance et surtout le tabou qu'on se propose de casser pendant cette semaine. L'année dernière, un membre de ma famille très proche a reçu un diagnostic de bipolarité. En plus d'être inquiète par rapport à cette maladie, elle était anxieuse du jugement des autres et également de la réaction de son employeur. Allait-elle perdre sa job? C'est vrai que si depuis plusieurs années, on essaye de sensibiliser et d'informer sur la maladie mentale, on constate encore une gêne immense à en parler avec les autres. J'invite donc nos concitoyennes et concitoyens à profiter de cette semaine afin de prendre quelques minutes pour aller sur le site aidersansfiltre.com. Je pense que les communications pourront faire le relais sur les divers médias de la ville. Vous allez y retrouver des articles et des conseils comme un proche m'inquiète ou réagir aux situations de crise, vivre avec une personne atteinte de maladie mentale et bien d'autres sujets. De plus, à Victoriaville, nous avons la chance d'avoir en particulier deux organismes qui peuvent aider.
D'abord, le groupe d'entraide L'Entrain, qui s'adresse aux personnes aux prises avec des troubles de santé mentale et de maladies mentales, et l'association Le Pas, qui offre des services de soutien à l'entourage de ces personnes-là. Et tranche de vie, l'association Le Pas a été pour ma famille d'un soutien exceptionnel. Vous l'avez à Victoriaville, utilisez-le. Pour terminer, Monsieur le maire, si vous permettez, même s'il y a une différence entre santé mentale et maladie mentale, nous vivons actuellement une crise qui affecte notre capacité à réagir, à conserver notre équilibre. Plus que jamais, en cette période d'incertitude, nous devrions être attentifs envers les personnes que nous côtoyons. Oui, notre famille, nos amis, les gens qui nous sont proches, mais aussi peut-être le couple de voisins âgés. Peut-être ce papa ou cette maman monoparentale qu'on croise, peut-être également cet adolescent. Plus que jamais, nous devrions faire preuve de solidarité, d'entraide et d'empathie, être à l'écoute de l'autre et attentifs aux signes de détresse. Alors je vous réinvite à aller voir le site aidersansfiltre.com, semaine de la maladie mentale. Merci pour le message et surtout merci pour le partage d'informations. Comme le dit M. Paulin, il ne faut surtout pas hésiter à communiquer avec les organismes qui prennent soin justement des personnes qui peuvent vivre des problèmes de santé mentale. D'en parler aussi à vos proches, les amis aussi, ça peut vous aider et vous mener à un moment donné à avoir une intervention auprès de ces gens-là qui sont des spécialistes. C'est surtout ça, je pense, ne pas garder pour soi les problèmes qu'on vit en pensant qu'on va nécessairement les régler tout seul. Ce n'est pas toujours le cas. Et comme M. Paulin le partage avec nous, même des amis proches, des gens de notre famille peuvent vivre ce type de situation-là. Il ne faut pas hésiter non plus de notre part, quand on constate ça, d'essayer de les convaincre d'aller chercher de l'aide. C'est parfait. Pas d'autres interventions? Alors, je vous remercie beaucoup. On va passer maintenant à la période de questions. Maxime, est-ce qu'on a des questions ce soir? Tout à fait. Nous avons 2 questions, Monsieur le maire. La première provenant de Mme Sandy Rouleau de Saint-Christophe d'Arthabasca. J'aimerais savoir si vous avez l'intention d'adapter l'horaire de taxibus en fonction de nouvelles heures de classe, car la dernière période de classe a été prolongée dans toutes les écoles. Les élèves qui prenaient le taxibus de 15h10 doivent maintenant attendre celui de 15h40. Donc, ils doivent attendre parfois jusqu'à 30-35 minutes à l'arrêt de taxibus. Mon fils l'utilise et il attend maintenant minimum 30 minutes tous les jours à l'arrêt. Lorsque j'ai téléphoné au centre de service scolaire des Bois-Francs, on m'a fait savoir que plusieurs parents utilisateurs ont appelé à ce sujet, car ils voulaient eux aussi que leurs enfants puissent sortir de la classe quelques minutes avant la fin des cours pour prendre le taxibus de 15h10. Le centre de service refuse catégoriquement cette permission de quitter à l'avance. Quelles sont nos solutions? Merci. Merci pour votre question. En fait, je m'interroge un peu sur un aspect particulier, c'est que vous êtes de Saint-Christophe d'Arthabasca et le service de taxibus, c'est pour les gens de Victoriaville. Donc, je ne connais pas votre situation particulière, mais on va quand même s'occuper de vous parler. C'est certain que je n'ai pas encore eu d'informations, soit de la part des citoyens ou encore des utilisateurs, là, et également du centre de service scolaire, pour nous dire qu'il y avait une demande particulière pour une modification d'horaire, sauf vous. Alors, on va prendre ça en considération, d'autant plus que, bien, on le sait que depuis le début de la pandémie, il y a eu des modifications au transport scolaire, tout ça, fait qu'il y a peut-être un arrimage à faire, mais la meilleure façon de vous répondre, finalement, c'est que, puisque Taxibus est un organisme autonome, alors c'est pas la ville de Victoriaville, même si, évidemment, on est là, mais c'est un organisme autonome, sauf que le président de cet organisme-là, c'est un conseiller municipal de la ville de Victoriaville. Il est avec nous ici, c'est M. Gauthier. M. Gauthier, on a ses coordonnées à la dame, Maxime? Alors, tout à fait. Monsieur le maire, de celui de M. Verville, les divisions des communications. Alors, je l'ai, et puis je vais rentrer en contact avec Mme Rouleau demain ou après-demain. Je vais rentrer en contact avec elle. Merci, M. Gauthier. Donc, ce que j'allais dire, c'est... Pas ce soir, en tout cas. Non, M. Gauthier va communiquer avec vous. Alors, merci pour votre question. Donc, la deuxième question de M. Guy Lavigne. J'aimerais que M. le maire m'explique comment la Ville a pu faire un déficit dû à la pandémie quand les services de la Ville ont diminué et que les recettes ont augmenté.
Je n'ai pas dit que la Ville avait fait un déficit. De toute façon, on n'a pas le droit. Et donc, il n'y a pas de déficit de la part de la Ville de Victoriaville. Les services n'ont pas diminué. Vous avez remarqué que nos cols bleus ont travaillé, ont bouché les nids de poules, même pendant la pandémie. Il y a eu quelques services qui ont été interrompus, comme la bibliothèque pendant un certain temps. Néanmoins, on a, dès que possible, on s'est assuré de pouvoir offrir tous les services à la population. Ce que je disais tout à l'heure, c'est plus que nos revenus ont diminué. Alors, ce n'est pas un déficit, mais nos revenus ont diminué. Ça, c'est un fait. Je pense juste les stationnements qu'on a mis gratuits, bien, c'est des centaines de milliers de dollars par année qu'on récolte du côté des stationnements payants. Alors ça, bien, on s'est privé volontairement de ces revenus-là, bien sûr, mais c'était pour aider nos commerçants puis aider nos citoyens. Je pense notamment à toutes les inscriptions pour les loisirs. Alors, il faut quand même continuer à entretenir la piscine, il faut quand même continuer à entretenir les arénas, il faut quand même continuer à payer nos employés pour faire ces entretiens-là. Mais là, on n'avait plus les revenus des gens qui s'y inscrivent pendant un certain temps, en tout cas quand on a eu le confinement. Il y a eu par exemple, les taux d'intérêt à 0 %. Ce n'est pas toutes les villes qui ont fait ça. Des villes ont choisi d'aider leurs citoyens de toutes sortes de façons. Mais nous, on avait eu le report des comptes de taxes, mais on a également mis les taux d'intérêt à 0 %. Donc, tous les gens qui n'ont pas payé leur compte de taxes à temps, c'est des intérêts que, normalement, on aurait été chercher comme revenu à la Ville de Victoriaville et que là, on n'a pas eu. Alors, c'est tout ça qu'on a additionné pour faire des revendications auprès du gouvernement du Québec. Toutes les municipalités du Québec ont eu des pertes de revenus et on a eu aussi des augmentations de dépenses parce qu'il fallait s'adapter à cette situation-là. Juste ici, c'est un exemple que vous avez sous les yeux, mais on a mis des plexiglas entre les conseillers municipaux et conseillères municipales parce qu'on n'a pas tout à fait 2 mètres entre nous. On a adapté certains véhicules pour que les gens puissent continuer à travailler ensemble. Il y a toutes sortes de dépenses qui ont été nécessaires pendant la pandémie. Alors, c'est ça qui fait une différence. C'est pas un déficit. Je ne sais pas si, Monsieur le directeur général, vous avez de quoi ajouter là-dessus. Quand on parle des dépenses, par exemple, additionnelles. Vous avez fait pas. La l'embauche des agents de sécurité également. Oui. Alors, c'est ça. C'est ce qui explique cela. Mais, comme je vous dis, dans la préparation du prochain budget, on s'assure de faire en sorte que les citoyens et citoyennes soient le moins touchés possible par la situation. On comprend très bien du côté du conseil municipal que c'est une priorité de s'assurer que le budget ne vienne pas vous en mettre encore plus sur les épaules pour l'année 2020, qui est déjà assez difficile comme ça. Pas d'autres questions? C'est complet. Parfait. Bien, sur ce, mesdames et messieurs du Conseil, il va nous rester à lever l'Assemblée, mais avant tout, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents avec nous encore une fois pour cette séance du Conseil. C'était peut-être un petit peu plus long. Il y a une cérémonie en début, mais j'espère que vous avez quand même obtenu plusieurs informations pertinentes pour la suite des choses. On sera évidemment de retour au cours, le prochain mois, finalement, au mois de novembre, pour la prochaine séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je vais lever l'Assemblée avec l'aide de mes collègues, M. Paulin et M. Côté. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. À bientôt.